à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième table ronde. Très rapidement, je suis Claire Metz et je suis là en tant que présidente du Conseil scientifique et éthique de la Maison des adolescents. Et je vais tout de suite commencer par la présentation des intervenants. Donc, si vous voulez bien chacun vous présenter et puis présenter relativement succinctement le dispositif que vous représentez. Alexandre Firtion, coordinateur du dispositif Mousqueton, donc pour la protection de l'enfance porté par Adèle de Globitz. Donc c'est un dispositif qui accompagne des jeunes entre 11 et 18 ans qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, mais qui sont plus dans les dispositifs existants, donc les MEX ou d'autres types de dispositifs. Claire Martin, infirmière de l'éducation nationale et coordinatrice du dispositif Chrysalide, qui est un dispositif du coup interne à l'établissement scolaire où je travaille et qui accompagne du coup les jeunes scolarisés de la 6e à la 3e, donc de 11 à 15 ans, pour les problématiques de refus scolaire anxieux et de troubles anxieux au sens large. Et financé par la MLDS, je le dis parce que mon collègue est dans le public, et donc la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Bonjour, je suis Bruno du dispositif Brick and James. Donc moi j'ai le statut de référent de parcours, même si effectivement il est peut-être à travailler. Alors c'est la journée d'études sur le dispositif, mais je me rends compte que peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Est-ce que vous voulez que je vous explique un petit peu Oui. Très bien, donc Brick and James, c'est un dispositif qui accueille des personnes entre 11 et 29 ans. Où on a fait deux groupes, grosso modo. On a fait le groupe des mineurs, 11-18 ans, qui va accueillir des personnes avec l'obligation scolaire, donc 11-15 ans, en refus scolaire anxieux, où on a besoin d'un diagnostic d'un pédopsychiatre et d'une inscription dans un établissement scolaire. Donc ça, c'est des personnes qui ne vont plus à l'école ou partiellement. Et on va accueillir d'autres personnes, donc plutôt en public NEET, qui sont ni en emploi, ni en stage, ni en formation, et jusqu'à 29 ans. Et on fait donc, dans le cadre de l'accompagnement, on fait du collectif et un suivi individuel. Mais je pense qu'on en reparlera plus en détail, notamment cet après-midi. Merci. Sébastien Castel, donc je suis fondateur et directeur de l'association Le Lieu. Le Lieu, qu'est-ce que c'est ? On est né le 1er avril 2016 et on accompagne les jeunes pour qui la porte d'entrée, ça va être l'aide sociale à l'enfance est en inquiétude, et pour qui les juges des enfants sont en inquiétude. Des gamins qu'on voit plus, qui fuguent. Je fais aussi attention à la question de l'errance, parce que c'était aussi notre porte d'entrée. Je précise que depuis le 1er janvier 2026, on est devenu dispositif Mousqueton dans le Haut-Rhin. Je fais cette aparté parce qu'elle est intéressante par rapport à votre intervention, Monsieur François Chauveau. Quelquefois, quand vous créez des pas de côté qui intéressent les financeurs, on a développé nos dispositifs dans d'autres départements, on veut vous faire entrer dans des cases. Et donc, pour avoir une habilitation, il a fallu qu'on rentre dans une case, donc dispositif Mousqueton. Alors ça va rassurer les professionnels parce qu'on va avoir une dotation globale, etc. Mais on n'a pas envie de perdre le cœur de ce qu'on avait inventé, créé, décalé. C'est pour ça que j'aime bien me présenter sous l'association le Lieu. Voilà. Toujours Pauline Dorgler, éducatrice spécialisée et chef de service à Brick and James. Et Corinne David, médecin de l'éducation nationale, et je suis sur Brick and James à 30%. Et aussi avec Claire sur le dispositif de Chrysalide qu'on a mis en place toutes les deux. Voilà. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez, peut-être on inverse l'ordre, préciser comment est né le dispositif que vous représentez ? Alors Chrysalide, c'est né parce qu'en fait, moi j'avais initié le dispositif de, à l'époque, Brick École, donc avec la Maison des adolescents et l'éducation nationale. Et en fait, le but c'était d'agir en amont de ces jeunes qui étaient vraiment déscolarisés.
Et c'était de les prendre vraiment déjà à l'école. Et donc, au niveau du collège ou du lycée, d'essayer de voir ce qu'on pouvait mettre en place pour qu'ils ne décrochent pas, en fait. Et donc, en parlant avec Claire sur le collège de Truchtersheim, elle était hyper intéressée. Et donc, on a décidé ensemble de réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place. Ouais, vas-y. Et on a travaillé ensemble sur la formation déjà au niveau des enseignants pour expliquer ce que c'était le refus scolaire anxieux et pour leur faire une journée, enfin une demi-journée en fait, où on a vraiment travaillé là-dessus pour avoir leur adhésion aussi. Parce que le but, c'est qu'on travaille avec eux et qu'on puisse... Si je peux juste, je coupe un peu. Oui, parce que l'idée, c'était vraiment un dispositif préventif d'agir en amont, parce que nos jeunes, on pouvait les envoyer vers anciennement Brick École, mais le lien, il était quand même rompu. On arrivait trop tard. Et on s'est dit, il faut qu'on travaille vraiment avec l'équipe éducative au sens large dans le repérage de ces signaux faibles. Les premiers signes, alors moi à l'infirmerie, on parlait de somatisation avant, bien sûr première ligne, avec ma collègue CPE qui est également coordinatrice, qui elle va remarquer les absences qui commencent à se perler, à arriver un peu plus régulièrement, des retards. Et donc voilà, vraiment réagir tout de suite, avoir une solution rapide et facile à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec Corinne et avec des enseignants qu'on sentait sensibles à ce sujet-là, à réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Est-ce que vous pouvez tous préciser les difficultés que vous avez rencontrées en même temps que vous avez précisé la naissance, et puis peut-être les éléments qui ont facilité la mise en œuvre? Je pense que ce qui a facilité, c'est justement cette demi-journée de formation auprès des enseignants, parce qu'en fait là, on a expliqué vraiment ce que c'était le refus scolaire anxieux, que c'était pas une volonté, que c'était pas je ne veux pas aller à l'école, c'est je ne peux pas aller à l'école. Et on les a rendus attentifs à tout ça, et en fait on a eu leur adhésion assez rapidement, et même ils ont été force de proposition de plein de possibilités, de faire des pas de côté. En fait, on a valorisé parce qu'on bricolait tous un petit peu dans notre coin, et on a valorisé un petit peu les savoir-faire de chacun et mis ça en commun, en fait. Il y a des profs qui se sont proposés pour faire partie du dispositif. Soit donner un cours de yoga, soit donner des cours d'art plat, enfin voilà. Et c'est vrai que ça, c'était hyper chouette à voir. Et après, je sais pas si c'est un frein, mais en tout cas, juste pour vous poser le contexte, dans l'établissement où on travaille, c'est un établissement rural. Donc on a des élèves qui viennent de nombreux villages. Moi j'ai 13 écoles, donc il y a à peu près une vingtaine de villages qui sont explosés sur le territoire. Donc notre élève, si le matin il prend pas le ramassage scolaire, parce que c'est trop difficile, ça va être une absence à la journée. On va pas pouvoir le raccrocher dans la journée, on va pas pouvoir aménager son emploi du temps, et c'est une journée qui est perdue. Une journée, 2 jours, une semaine. Voilà, donc on peut très très vite les perdre. Et c'est là où on a pensé Chrysalide en disant on va leur proposer quelque chose pour qu'ils viennent quand même à l'école. Mais si aller en cours c'est trop dur, il y aura autre chose. Et c'est comme ça qu'on a pensé. Le but c'est ça, c'est au lieu de faire demi-tour quand je suis devant l'école, je rentre et je vais dans la salle, parce qu'ils ont une salle en fait qu'on a aménagée, qu'ils sont en train d'aménager eux-mêmes. Qui est très chouette, et ils se l'approprient cette salle. Donc au lieu de faire demi-tour et de dire non je peux pas rentrer dans le collège, ils rentrent dans cette salle là, et en fait dans cette salle ils peuvent se reposer un peu, ils peuvent faire baisser surtout l'anxiété, et se rendre compte qu'en fait je peux ne plus être anxieux en étant au collège. Parce que souvent en fait quand on appelle les parents, ils rentrent chez eux, et du coup l'anxiété elle baisse quand tu es à la maison. Là, le principe, c'est de les faire tester que l'anxiété, elle peut descendre même quand je suis dans l'enceinte de l'établissement. Et donc ça, je trouve que ça marche bien. On a des jeunes, on avait une l'année dernière qui venait tous les lundis matins, parce que, comme disait Marie-Galée Tessonneau, le lundi matin, c'est la pire journée de la semaine pour eux. Donc tous les lundis matins, pendant 1 heure, elle était dans le dispositif. Toi aussi. Elle était dans le dispositif pendant 1 heure. Ça va être la journée, ça va commencer, ok. Ça va le faire, et après, elle pouvait remonter en cours. Il y en a d'autres qui viennent pendant les temps de récré, parce que la pause, c'est compliqué pour eux. Ils vont aussi avoir le droit d'être ensemble pour aller à la cantine. Donc ça aussi, ça crée des liens, parce qu'on leur propose pas que la salle. Je te laisse dire un peu ce qu'on leur propose comme activité aussi. Peut-être, si on peut déjà rentrer dans le vif du sujet ou... Peut-être on peut écouter les autres dispositifs avant, et puis de toute façon...
vous reprendrez ça. Mais je trouve ça très intéressant, l'idée d'un sas sécurisant pour l'élève, et ça correspond assez bien, comme je suis psychologue par ailleurs, à ce que j'ai pu expérimenter avec les jeunes, effectivement. Je passe, Pauline, un peu de précision ou Attends, je t'ai mis. Sur la première question, Oui. qui était La naissance du dispositif, les difficultés, les facilitations. Donc, on l'a évoqué rapidement avant. Brick and James, c'est la réunion donc de Brick École qui était née à la Maison des adolescents de Strasbourg, à destination de collégiens et de lycéens en refus scolaire anxieux, et de James, qui est un projet qui est né à l'école de travail social Les EIS, et qui veut dire Jeunes Avenir Monde Expérience Solidarité, et qui a eu une expérimentation de 2 ans au sein de Les EIS. Au bout des 2 ans, l'équipe de James est venue voir l'équipe de la Maison des Ados, parce qu'on était partenaires sur certains ateliers, en disant est-ce que vous nous reprenez? Et donc il y a eu une coexistence des 2 dispositifs pendant une petite année. Je suis très nulle en date. Et oui, c'est ça. Et en fait, à se rendre compte qu'on avait des modalités de travail similaires, les ateliers, l'accompagnement individuel, la question d'aller vers les jeunes, d'être en lien aussi avec un certain nombre de partenaires, et cette notion de temps qu'on essayait qui a été évoquée aussi pendant la première table ronde, qu'on essayait humblement de mettre en place, et pour des raisons toutes matérielles, de survie, on va dire ça comme ça, et de recherche de financement, on s'est dit que ça avait peut-être du sens. Donc on a réuni les 2 dispositifs, et ça a été une des difficultés, étant donné que, je vais pas vous l'apprendre, beaucoup de dispositifs sont financés le temps de l'expérimentation, et la question de la pérennisation et d'un financement de fonctionnement est souvent plus complexe. Donc de faire des grandes demandes de fonds pour pouvoir exister était plus simple, et ça nous a permis de faire davantage de liens ensuite entre les 2 publics. Ça fait lien aussi avec ce que disait Marie-Galette Tessonneau tout à l'heure, c'est que parmi les refus scolaires anxieux, parmi ces adolescents-là, on retrouve, je vais quand même dire en errance, je suis désolée François, on retrouve des jeunes adultes en errance. Okay, on enchaîne sur ça le marche. lieu. Donc l'association Le Lieu. Je fais un petit aparté. J'étais moi-même accompagné par des éducateurs de l'aide sociale à l'enfance dans le département 34 à Montpellier. J'avais des éducs. C'est pas eux qui ont bouleversé ma vie, mais c'est des rencontres. Donc je crois assez à la rencontre. Le Lieu, comment il est né. J'ai fait 15 ans éducateur dans une maison d'enfants, mais où j'avais une troupe de théâtre qui s'appelait la troupe du scrupule, le petit caillou qui dérange, et formé avec le théâtre de l'opprimé. C'est par rapport à la question de la thérapie communautaire. C'est-à-dire on crée l'ambiance d'une troupe où chaque singularité existe, mais à plusieurs on peut peut-être trouver des solutions. Ça c'était l'hypothèse de travail. Une hypothèse de travail que j'ai toujours menée avec mes collègues de boulot. Et après j'ai enchaîné comme chef de service de l'association des sans-abri. Je vais essayer de pas faire long. Et c'est pour ça que dans les rues de Mulhouse, quand on faisait des maraudes, on croisait de plus en plus de mineurs à la rue, qui traînaient avec les gars qu'on accompagnait. Et les gars qu'on accompagnait, c'était pas des chouettes gars. Même s'ils avaient des chouettes parcours de vie, il y a rien qui était gratuit dans la rue, etc. Et il y avait une folle inquiétude pour ces jeunes-là, jeunes filles et jeunes garçons. Et donc à plusieurs, en s'inspirant de ce qui était fait au Québec, Bureau Consultation Jeunesse, au Sénégal, SPER qui accompagne les enfants des rues, et à la grande précarité, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, mais j'ai travaillé avec Monsieur Soulet sur l'accompagnement social palliatif, l'accompagnement sur place. En fait, j'ai compris que quelquefois, le travail éducatif se passait a priori quand il ne se passe rien. C'est-à-dire, c'est juste être là, dans une société un peu de velléité du projet. Et on vérifie quand on passe du temps à côté de quelqu'un qui n'a plus de désir, que quelquefois, on le voit différemment, on constate son sourire, on arrive à souligner
des tout petits trucs. Et donc, fort de ces hypothèses-là, à 3, on a proposé plusieurs projets à toutes les portes. Et toutes les portes nous ont répondu, ah mais c'est plutôt chouette de vouloir accompagner les jeunes qui passent entre les mailles du filet, mais après il faut trouver une porte qui finance. Et malheureusement, comme souvent, il y a eu un décès en 2015 d'un gamin qui oscillait entre l'hôpital psy et la maison d'enfants. Et c'est ces gamins qui fuguent. Et il est décédé, produit médicamenteux, il s'est suicidé. Et donc, ils avaient beaucoup de placements non exécutés au niveau du Haut-Rhin. Et il fallait un petit peu, ils nous ont proposé de courir après ces gamins, de leur faire une place, de leur dire qu'on les considérait. Donc il y avait, voilà, le lieu a démarré avec, est-ce que vous êtes d'accord d'essayer de rencontrer 5 gamins qu'on voit plus pour qui on est en inquiétude. Voilà le démarrage du lieu. Il s'avère que ces 5 gamins, on les a rencontrés. Souvent, quand il y en a un qui sort de prison, parce que il fait des allers-retours en prison, quand il voit comment le lieu a grandi, puisqu'on était d'une expérimentation de 6 mois, il me dit souvent, Seb, le lieu, c'est grâce à moi parce que je t'ai validé. Il avait eu 40 placements successifs ou 40 mesures successives, etc. Et c'est vrai qu'il a raison. Sa forme de validation de ces trucs où on bricolait avec créativité a fait que ça a étonné quelquefois les financeurs. Donc on lui doit beaucoup à ce jeune homme. Belle histoire. Je retiens ce qui a fait écho, c'est la question de la rencontre, du temps et du désir. Vous pouvez travailler au lieu. Et du coup pour Mousqueton, donc c'est un dispositif qui est beaucoup plus jeune, qui a une origine assez différente finalement, puisque donc nous on a commencé en septembre 2025. En même temps, ça a été une commande de la part de l'aide sociale à l'enfance qui avait déjà expérimenté un dispositif qui portait le même nom, du coup, qui était Mousqueton en Moselle dans le 57. Et le constat était également, alors il y a plein d'origines différentes, effectivement, beaucoup de placements non exécutés, beaucoup de jeunes qui ont des places dans les foyers mais qui ne les utilisent pas. Et l'idée, c'était du coup de pouvoir continuer à aller à leur rencontre. Donc ça, c'est l'origine story d'il y a 10 ans en Moselle. Et puisqu'il y a eu 2-3 autres Mousquetons qui ont ouvert en Moselle là-bas et que ça fonctionnait bien, ils ont voulu le maintenir dans le 67 et du coup dans le 68. Donc nous, on est issu d'une commande de l'aide sociale à l'enfance qui a proposé d'ouvrir ce dispositif. Et effectivement, ça a aussi joué pour le lieu puisque la marque déposée est en train donc la marque Mousqueton, elle est en train de se cloner un petit peu à gauche à droite, mais en tout cas l'essentiel il n'est pas du tout là-dedans. L'essentiel c'est l'idée qu'il y a un constat qui est qu'il y a des jeunes qui sont en dehors des murs, qu'on ne voit plus, et bien sûr qu'il y a beaucoup d'inquiétude, et je pense que la notion d'inquiétude elle est importante, parce que c'est souvent ça qui va démarrer, qui va faire que les travailleurs sociaux vont se mettre en action et vont éventuellement essayer de proposer des choses. C'est que finalement, certes ils sont dehors, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, et du coup tous les fantasmes sont là. Alors ça peut être, est-ce qu'ils sont dans des réseaux d'exploitation humaine? Souvent c'est des choses qui arrivent, donc dans le trafic de stupéfiants, dans la prostitution, ça c'est très inquiétant, donc il faudrait qu'on aille à leur rencontre. En même temps il y en a qui vont être usagers de drogue, donc qui sont dans des parcours de soins certes, mais qui parfois couvrent pas la totalité de leurs problématiques. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer une mesure de protection, quelles que soient leurs problématiques. Donc l'indication principale c'est ils sont à l'extérieur, mais derrière on retrouve tout un pan de problématiques qui nécessitent qu'il y ait un accompagnement global et qu'il y ait des gens qui s'inquiètent pour eux et qui suivent et qui assurent le lien. Voilà. Des gens qui se soucient. C'est ça. Peut-être l'accompagnement sous toutes ses formes, individuelles, collectives, la question de la libre adhésion. Oui, alors à Chrysalide, bien sûr, nos jeunes, on va les repérer comme ça dans la masse. Ça, c'est la première chose. Hein. Et vous parliez de libre adhésion, il va falloir créer du lien avec ces jeunes et avant toute action, avant de savoir ce qu'on va pouvoir leur proposer. Donc Chrysalide, comme Corinne le disait avant, c'est avant tout un lieu refuge au sein même de l'établissement, mais c'est aussi après tout un projet qu'on va construire avec le jeune, avec sa famille, avec les partenaires de soins, puisque ça c'est quelque chose qui va être hyper important et je pense que c'est ce qui amène des fois le plus de difficultés aussi à faire comprendre aux collègues et aux équipes. On le disait avant, des fois la place c'est pas l'école, c'est d'abord le soin, mais on va vouloir qu'il reste quand même à l'école. Parce que la place du jeune, c'est à l'école. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a cette salle refuge.
il y a une notion de tutorat. Donc le jeune, on va toujours lui demander de repérer dans l'établissement un adulte en qui il a confiance. Alors ça va pouvoir être quelqu'un de chrysalide, mais ça va pouvoir être n'importe quel adulte de l'établissement. Après, à nous, équipe, d'œuvrer, de travailler pour motiver le collègue en question, et en général, ils disent oui, de suivre ce jeune au plus près, de s'inquiéter pour lui, de s'inquiéter quand il est là, quand il n'est pas là, du pourquoi. Et ces jeunes-là, on ne va pas vouloir les laisser juste seuls, et on va avoir toute une série d'ateliers en groupe pour qu'ils créent aussi du lien entre eux. Et on va travailler, Corinne, je ne sais pas si tu veux peut-être expliquer un peu les projets ou j'y vais. Donc l'idée, c'est qu'on construit Chrysalide avec nos jeunes, avec nos Chrysalides. Donc l'année dernière, la première chose, c'était de ce lieu-là, le faire leur lieu, leur salle. Donc avec la professeure d'art plastique, on a refait Chrysalide. Ils ont décoré les murs, ils ont laissé leur empreinte dans cet établissement qui ont du mal à aimer. Cette année, le projet de l'année, c'est les Chrysalides qui vont faire la vidéo de présentation de l'établissement pour les futurs collégiens qui arrivent, le futur 6e. Donc il va falloir réussir à trouver du positif dans l'établissement, on va pas dire c'est horrible, c'est trop dur, ça crée de l'anxiété. Non, il va falloir réfléchir positivement à l'établissement. Donc voilà, ça c'est un exemple de projet, mais on a aussi toutes les bonnes âmes bonnes à prendre. Donc on a la professeure de sport qui va leur proposer des ateliers relaxation. On travaille avec l'association HALT et PAEJ, Pont d'accueil Écoute Jeune. Donc ma collègue psychologue a dit top, moi j'y vais, je leur propose des ateliers de remobilisation, de confiance en soi, puisque c'est la problématique qui revient souvent, comment affronter le regard de l'autre. Et puis il va y avoir tous les aménagements possibles et inimaginables qu'on va pouvoir envisager pour le jeune. Donc pas forcément dans le cadre d'un PAI avec le médecin scolaire, mais comme ça déjà en interne, proposer aux jeunes, s'il faut arriver en décalé parce que l'arrivée au collège c'est trop dur, s'il faut manger à la cantine, la file de la cantine c'est trop dur, on va aménager ça. Et tous ces aménagements-là, on les fait bien sûr en concertation aussi avec la famille et avec les professionnels du soin à l'extérieur. Donc on a vraiment des temps d'échange pour trouver, c'est un petit peu de la dentelle, trouver qu'est-ce qui va permettre à notre jeune d'être quand même présent. Et c'est hyper important, c'est le lien, l'accompagnement. Pour moi, c'est pas qu'il soit le plus présent au collège, mais c'est que ce lien ne se rompe pas. Donc ça, c'est hyper important. Oui, merci. C'est tout l'intérêt de votre dispositif, c'est effectivement la question de la prévention. Enfin, un des grands intérêts. Oui, et docteur Galete-Sono le disait avant, plus c'est pris tôt, plus on va avoir des chances que ça ne dure pas dans le temps. Donc ne pas attendre le décrochage. Ceux qui sont dans Chrysalide n'ont pas de diagnostic encore de refus scolaire anxieux souvent. Ils sont repérés ou par Claire à l'infirmerie, ou par les CPE, ou par les profs qui commencent à nous en envoyer de plus en plus en disant lui... ils parlent pas en classe, voilà, des choses un peu qui les inquiètent. Et ça, c'est chouette, ça veut dire qu'on va essayer de les prendre au moment où, avant que ça soit vraiment un vrai refus scolaire anxieux, en tout cas acté, diagnostiqué, ça commence. On est là-dedans. En fait, on veut gagner du temps parce qu'on le sait, les délais pour des rendez-vous sont très longs. Des fois, il faut aussi le temps que les familles cheminent, pour se dire, peut-être mon enfant, voilà... Il y en a encore qui sont non, un coup de pied aux fesses et puis tu vas à l'école. Non, il y a peut-être autre chose. Et puis le temps aussi à nos équipes de faire le différentiel. Est-ce qu'il y a du harcèlement? Est-ce qu'il y a un problème social? Est-ce qu'il y a autre chose en dessous de ce trouble anxieux, de cette anxiété? Donc moi j'aime bien dire, c'est pour gagner du temps. Quelque chose qu'on va mettre en place très très vite pour gagner le temps derrière de tout ce qui va se passer ensuite. Oui, ce qui souligne l'importance finalement de... Peut-être que attendre le diagnostic, c'est déjà trop tard. Je passe la parole à qui veut la prendre. La question, du coup, si je peux avoir le... Alors, l'accompagnement individuel, collectif et la libre adhésion aussi. Ok. C'est important. Donc la libre adhésion, c'est vrai que c'est un principe qui est essentiel. Nous, quand on nous oriente du coup des jeunes, c'est des jeunes qui, par définition, vont refuser les mesures de protection qu'ils avaient avant. Ils ont refusé qu'on les accompagne dans un foyer ou autre.
Et on aimerait bien dire qu'on fait de la libre adhésion, mais dans les faits, voilà, c'est une ordonnance d'un juge ou alors une autorité administrative qui dit ce jeune-là, maintenant, vous le suivez. Donc nous, quand on arrive, on a envie de dire si t'es pas d'accord, on le fait pas, mais par définition, il est pas d'accord. Donc ça va être comment est-ce qu'on va déconstruire, comment est-ce que les autres travailleurs sociaux se sont présentés avant, comment est-ce qu'on va partir à contre-pied de ce qu'il a pas envie de subir, et lui dire que pour le moment tu refuses, et on va orbiter autour de toi pendant un mois, on va expliquer un petit peu ce qu'on fait, et puis si tu refuses pendant trop longtemps, on arrêtera. Mais en général, on se rend compte que c'est des jeunes qui en fait ils ont envie d'avoir un accompagnement. Ils n'étaient pas d'accord dans la manière qu'il était proposé. Donc la libre adhésion c'est important, on peut pas dire qu'on en fait réellement, mais on essaie de l'incarner quand même. Ensuite forcément c'est de l'aller vers, donc on part de jeunes qui peuvent être isolés, ou en tout cas avec d'autres jeunes qui eux seront pas pris en charge par notre dispositif. Donc on commence par de l'individuel pour créer du lien qui est vraiment au centre de nos actions. Il y a beaucoup de problématiques qu'ont ces jeunes, on n'est pas formé à gérer toutes ces problématiques, mais ce qu'on sait faire, c'est faire du lien avec eux et éventuellement réorienter, recueillir la parole, permettre à des gens compétents de gérer les difficultés qu'ils ont. Mais ce qui va toujours faire corps dans notre accompagnement, c'est le lien qu'on construit avec eux. Donc individuellement, ça va commencer par ça. Et après, parce que c'est super important de pouvoir proposer de l'ouverture, de créer des temps forts, on fait du collectif aussi en proposant des repas chaque semaine, en proposant des sorties, ce qui fait qu'il y a un petit effet de groupe, un petit effet de promotion parfois qui va se créer entre certains jeunes, qui va en plus ouvrir de belles choses, parce que c'est des jeunes qui ont des parcours similaires, qui vont pouvoir raconter les difficultés qu'ils ont eues, parler mal de ce qui s'est passé avant, parler positivement de ce qui se passe maintenant, ou pas. Et donc le collectif, c'est vrai que c'est important, et ça crée en plus un sentiment d'appartenance à quelque chose de positif. Je connais pas beaucoup de jeunes qui sont contents de dire qu'ils font partie d'un foyer, mais on connaît des jeunes qui sont contents d'être accompagnés par nous, mais par d'autres dispositifs similaires. Oui, merci beaucoup. Là aussi, on retrouve la temporalité et le lien. Dans la continuité à peu près du même type de dispositif. Oui, non, parce que t'en parles très bien, c'est cool. Comment je vais passer j'ai envie d'être plutôt aussi en réaction par rapport à ce que j'ai entendu ce matin en écho, parce que là j'imagine que pour vous c'est un petit peu abstrait. En fait c'est des dispositifs avec, on appelle ça une maison ou un local où les jeunes peuvent passer, d'accord, ça c'est une porte d'entrée, ça pourrait être comme un accueil de jour, mais il y a des jeunes qui veulent pas passer, donc on fait vraiment de l'aller vers, on va là où ils sont. Ça, c'est l'hypothèse forte. Et puis, quand vous êtes connecté avec du temps, le temps est important. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une force incroyable, qui est un gage de grande qualité qu'ont les familles et qu'ont ces gamins, c'est qu'ils se méfient des professionnels qui vont les voir. Et ça, dites-vous que quand ils se méfient de vous, c'est plutôt un grand gage de qualité, parce qu'ils ont entendu plein de fois, on va être là, on va tenir. Et on sait que c'est difficile de tenir, et ils ont souvent été lâchés. Donc quand ils passent de la méfiance à la confiance, des fois on entame des choses, et puis voilà. Et il y a des possibilités d'hébergement pour certains gamins, et suivant les territoires. Dans le territoire de Belfort, on a la chance d'avoir des financements jusqu'à 21 ans. Ça nous permet de mener un accompagnement à plus long terme, avec 5 hébergements possibles. Et sur les 22 accompagnements CEA sur Mulhouse et sur Colmar, c'est un petit peu à la carte, c'est un petit peu suivant le parcours singulier du jeune. Et pour être en réaction, pour venir à ce que je disais ce matin, quand on parlait d'empathie, pour reprendre ce que disait Soulet, lui il parle d'un truc, il parle de compassion laïque. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des jeunes qui ont des histoires de vie totalement cabossées, par exemple de plus en plus, malheureusement, on a des jeunes filles, quelques garçons, mais essentiellement des jeunes filles exploitées sexuellement. Des mineurs qui sont séquestrés des fois pendant 6 mois, 7 mois, dans un appartement, etc. Je pars à sa rencontre. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Comment je vais l'aider, etc. Vous voyez ? Et donc Soulet nous dit, quand c'est tellement la merde, il vaut mieux dire à l'autre que tu sais pas comment tu vas faire. Il vaut mieux dire, là, je sais pas, j'ai presque envie de... souffrir avec toi, faire partie du même humanité, etc. Et c'est comment on va faire équipe. Et ça, les Québécois, ils sont très forts sur le développement du pouvoir d'agir, sur comment on va faire équipe. C'est un petit peu ça l'idée du lieu et de la communauté qu'on va retrouver aussi dans l'éducation populaire. C'est comment, avec ces gamins, on va faire équipe. Normalement, il devait y avoir un jeune avec moi ce matin.
Hier, ils sont intervenus à Praxis, dans un cadre d'un séminaire. On essaye de pas parler sans eux. Mais se lever à 6h30, c'était assez compliqué. Et on m'a fait faux bon. Mais ça arrive souvent. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que je vais pas aller cibler le jeune sur le fait que tu m'as laissé dans la merde. Et je vais lui dire, j'espère que ce qu'on a préparé, ça va nous servir pour une autre fois. Et c'est pas un problème. C'est-à-dire comment aussi on va rebondir avec ce pas de côté. Et sur la question de l'individu et du collectif, c'est très important. Pourquoi ? Au vu de la singularité des parcours, dans les gamins que nous avons, vous avez des fois des bourreaux et des victimes. Vous avez des gamins qui ne doivent pas se rencontrer. Au vu des orientations. C'est-à-dire, je sais pas, une jeune fille exploitée sexuellement, mais qui, au vu de ses traumatismes, pour essayer de moins souffrir, embarque une copine avec elle. Et vous voyez, elle était victime, et elle est toujours victime, mais elle va basculer du côté des bourreaux. Et donc ces deux jeunes filles ne doivent pas se rencontrer. Donc notre cadre, on l'a volé à un gars qui a fait des trucs incroyables sur Grenoble. C'est un cadre barbe à papa. On va s'ajuster ensemble à la singularité des parcours. C'est-à-dire que la jeune fille qui ne doit pas venir au lieu pour pas rencontrer les autres, on va l'accompagner à partir de là où elle est, avec une disponibilité importante. C'est aussi ça la particularité des dispositifs comme Mousqueton et le lieu. C'est-à-dire qu'en termes de ratio d'accompagnement, un travailleur social chez nous, j'aime pas dire du 1 pour 2 ou pour 3. Je vais dire on a 14 enfants par maison, en moyenne, et on est 5 professionnels pour les accompagner 365 jours dans l'année. Voilà. Et souvent, souvent c'est quand on est astreinte le soir que l'accompagnement commence. Par une garde à vue, une hospitalisation. Quand on a précisé qu'on allait être là, il faut être là. Voilà un petit peu ce que je peux vous partager. Et sur l'individuel et le collectif, je cite souvent un sociologue de Nouvelle-Calédonie avec qui j'ai bossé. Il s'appelle Umberto Kungola. Et il dit comment dans un collectif tu peux aussi permettre à un gamin de garder toute sa brillance, etc. Il faut pas que le collectif vienne aliéner la richesse du jeune ou de la jeune. Et donc il a sa théorie pour tenir debout. Il parle de la théorie du je et du nous. Sans je nous, on peut pas tenir debout. Et donc j'aime bien cette approche, quoi. Et c'est pour ça que on fait beaucoup de séjours avec un éduc, un gamin. On fait beaucoup de sorties avec du 1 pour 1 ou des séjours avec 2 pour 4 pour offrir des espaces tout à fait singuliers. Et des fois, dans un grand collectif, dans une maison d'enfants, avec 10, 12 gamins sur un groupe, c'est compliqué d'offrir ces temps singuliers. Et on mesure que, puisque maintenant le lieu a 10 ans, les jeunes qui ont 24, 25 ans nous renvoient ça. Ça m'a fait du bien de partir seul avec un éduc. Ça m'a fait du bien d'aller bouffer seul, sans les autres. Voilà. Et quand je réfléchis, je me dis, mais moi je suis papa de 4 enfants, et je réfléchis tout le temps comme ça aussi. Je me dis, ok, on fait plein de trucs en famille, mais je vais offrir des espaces singuliers à chacun de mes gamins. Et quelquefois, dans une maison d'enfants, la vie institutionnelle fait que ça peut être un peu complexe de pouvoir adapter ce va-et-vient entre l'individu et le collectif. J'ai fait long, je suis désolé. Non, et ça me fait penser que moi j'aime bien le genou aussi. Ça me fait penser qu'ils doivent retrouver une consistance en tant qu'être unique et singulier. Et ça, c'est pas sûr qu'ils aient pu éprouver ça auparavant, à force d'être mis dans des cases et dans des étiquettes. Briquet James ? Oui, je peux. Alors, sur la libre adhésion, c'est d'abord un principe fondamental de James, puisqu'on vous le disait, c'est deux dispositifs qui se sont rassemblés. Si je dis pas de bêtises, moins de briques-écoles au début, la libre adhésion. Alors, la libre adhésion du jeune, il fallait qu'il soit volontaire. Oui, bien sûr. Ouais. Il fallait qu'il soit volontaire pour être dans le dispositif. Il disait oui, mais que lui il disait non, ouais, on ne prenait pas. Oui, sur la participation à ce qu'on propose, c'était peut-être moins fondamental. Je crois que ça l'est devenu maintenant pour l'ensemble du dispositif. Et donc, effectivement, c'est important pour nous de préciser aux jeunes, à la famille, que ce qu'on propose est à la libre adhésion. Alors, on questionne en ce moment les limites que ça peut avoir, mais peu importe. Sur l'accompagnement, on va le faire de deux manières finalement. Il y a une dimension collective
où on a ces groupes. Là, cette année, les mineurs et la majeure ont la majorité des ateliers en commun, en fait, hein, pour le moment en tout cas. Donc ces groupes, ça va être des ateliers à médiation artistique. Il y a des œuvres au fond de la salle que vous pourrez admirer qui ont été réalisées dans le cadre de ces ateliers. Donc on travaille en partenariat avec les artistes du collectif M33 qui ont les locaux juste à côté de nous, et on partage des locaux dans le studio photo. On travaille aussi avec d'autres artistes, notamment pour les majeurs. On va travailler pour les majeurs entre autres avec des artisans aussi. On l'a moins fait ces derniers temps, mais c'était beaucoup le cas dans James, et on essaie d'y retourner parce que c'est aussi la possibilité de rencontrer des personnes qui ont un métier, qui sont insérées, mais pas de manière forcément classique, et qui ont pu avoir des parcours différents aussi, comme les artistes, comme toutes les personnes avec qui on travaille. On va faire des ateliers également avec la Maison Sport Santé, une fois par semaine, où on va proposer 1h30 d'activité physique avec une éducatrice, Lily, qui sera là cet après-midi, et qui propose des séances de sport qui sont adaptées. Et on va aussi proposer sur notre initiative ou des envies des jeunes, des visites, sorties, balades, après-midi jeux de société, enfin voilà, ce dont ils et elles ont envie. Et enfin, encore en collectif, on a ce qu'on appelle le club, qui existe depuis toujours pour les majeurs, qui existe désormais aussi pour les mineurs, même si on n'arrive pas véritablement à le faire vivre depuis le début de l'année. Le club, c'est un moment où on se rassemble pour s'auto-organiser, discuter de ce qu'on a envie de faire collectivement. Ça peut être les prochains ateliers à venir, ça peut être aussi, et c'est ce qu'on travaille en ce moment, le projet d'année. Puisqu'il y a des projets d'année qui sont réalisés notamment avec les majeurs. Il y a 2 ans par exemple, James a fait un journal. Il y en a au bout derrière qui sont disponibles, que vous pourrez feuilleter. Donc quand je dis James a fait un journal, ça veut dire que les jeunes se sont rassemblés pour savoir, ok, bon, on fait un journal, comment on fait déjà. Donc ils ont rencontré une personne qui leur a permis d'apprendre, de monter en compétence un peu sur la rédaction d'articles plutôt journalistiques. Je te regarde, Félicie, je dis des bêtises, tu me dis. C'était Dom ? Ah bah voilà, bah Dom, merci Dom, qui est là-bas. Ils ont ensuite travaillé avec d'autres artistes autour des illustrations, parce que le journal c'est bien, mais s'il n'y a que du texte c'est un peu lourd, donc on va l'illustrer par des photos, par de la gravure, et à la fin, donc tout le monde a rédigé comme bon lui semblait. Il n'y a pas eu de ligne directrice rigide. Et puis à la fin, il y a eu une dernière rencontre juste à côté, à la Crique. Je sais pas dans quel sens c'est, mais juste à côté à la Crique, avec le studio Samplon, avec Florent, et qui on a imprimé ces journaux. Voilà. Donc ça, c'était un projet. L'année dernière, on a fait un projet où on a rencontré 2 intervenants comédiens pour faire un séjour au chalet du Brouderbar, où on a fait 4 jours de théâtre d'improvisation, d'atelier de théâtre d'improvisation, parce qu'il y avait ce questionnement de comment créer du lien avec les autres. Voilà, sur la dimension collective et sur cette question d'auto-organisation des clubs qui est important, vraiment essentiel pour nous, parce que on peut proposer des choses, on peut être à l'initiative, mais c'est vraiment important que les jeunes puissent se saisir et qu'on puisse partir de ce dont ils et elles ont envie. À côté, tu voulais réagir sur la dimension collective avant ? Ouais, vas-y. Oui, pour compléter, et en lien avec ce que vous disiez, les questions d'éducation populaire, de psychothérapie institutionnelle, elles nous ont aussi nourris dans nos réflexions et dans notre pratique au quotidien au Québec, qui disent aussi « t'es capable ». Et en fait, c'est ça, ces ateliers à médiation, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu de réussir à produire quelque chose, mais on va faire le pari que les participants et les participantes sont capables. T'es capable de venir à l'heure, t'es capable de dire que tu peux pas venir, t'es capable d'essayer même si ça te fait peur. Et c'est hyper important pour nous, les pros qui accompagnons, de pas être experts, parce que chacun des ateliers en collectif, il y a un intervenant, on va dire technique, artistique, artisanal, et il y a quelqu'un de l'équipe qui co-anime, qui est là s'il y a une crise d'angoisse, s'il y a un besoin, pour pouvoir accueillir aussi ceux et celles qui arrivent en retard, etc. Et qui font avec. Et c'est hyper important d'être nul des fois quand on fait avec.
parce que ça montre aussi que c'est pas parce que nous on était sur l'autoroute avec le bac et les études supérieures et le boulot, oui j'emprunte ton expression, qu'en fait on est bon en gravure, en photographie, enfin une nouvelle fois désolé d'homme parce que moi j'ai fait plein de formations photo, je suis toujours pas douée, mais ou quand on fait du chantier, enfin j'ai vraiment 14 mains gauches, mais ça montre aussi que c'est pas grave et qu'on a le droit de se planter et qu'on a le droit d'essayer et que ça fait même partie de la vie des fois de pas réussir à faire des trucs. Toute petite précision aussi sur le journal ou sur le projet de séjour théâtre au printemps dernier, c'est venu des envies des jeunes. C'est pas nous qui nous, enfin, on était très contents de faire un séjour et on a été très contents de participer à ce journal, mais la ligne éditoriale, c'est les jeunes. On n'a pas relu, on n'a pas censuré les textes. C'était très important pour nous. C'était pareil, le séjour, c'est des jeunes qui viennent nous dire, en fait, on est tout le temps en ville. On a des jeunes de tout le Bas-Rhin, mais la majorité vivent en ville et en fait, on respire pas. Et c'est hyper dur pour nous de causer, de s'autoriser à causer en public. Alors, on a quelques jeunes qui sont là, actuels et participants, enfin anciens et actuels participants. Ils n'interviendront pas ce matin parce que vous faites peur. En fait, on est hyper nombreux. C'est déjà nous, on fait semblant, mais on n'est pas hyper à l'aise. Mais voilà, donc cet après-midi, soyez cool sur les ateliers aussi, parce que c'est aussi un pari de dire bah si t'es capable. Et puis si tu bafouilles, c'est pas grave. C'est tout ce truc-là aussi dans le collectif de on va essayer. Et puis si tu loupes, si tu rates ton train, eh ben on va pas t'engueuler, mais on va peut-être t'appeler le lendemain pour te demander si ça va. Si je peux juste vous m'entendez? Oui. Ouais. Si je peux juste rebondir, Pauline, dans ce que tu disais, et, bon, alors être nul ou pas nul dans les ateliers, mais et je prends la place de à l'école, changer la posture aussi de l'adulte qui est devant, qui explique, qui a le savoir et qui apprend. Ben non, c'est être au même niveau que l'élève, et ben voilà, finalement, on est pareil. On a vu aussi des jeunes qui s'entraidaient dans les ateliers, et ça c'est hyper chouette. Une qui est super douée en couture, qui va expliquer aux autres comment faire le petit objet, et ça c'est chouette comme tout, parce que ça crée des interactions en fait, ces ateliers. Il y en a qui au début nous disent moi je veux bien y aller mais je parlerai pas. Oui, pas de souci. Et ce qu'on leur dit à chaque fois quand ils arrivent dans un groupe qui est déjà peut-être un peu constitué, c'est que, ok, toi t'as peur d'y aller, mais je peux te garantir que les autres ils ont autant peur que toi de te voir venir parce qu'ils te connaissent pas et que pour eux aussi ça a été difficile de venir et qu'on va apprendre en fait à se connaître, on va apprendre à créer du lien et on n'est pas obligé de parler. Et si t'as pas envie de parler, tu parles pas, c'est pas grave. On va faire des choses ensemble, tous. Voilà. Oui, alors vous avez, ça a été évoqué la psychothérapie institutionnelle, mais ça m'a vraiment fait penser aussi à la pédagogie institutionnelle, c'est-à-dire la structuration avec des équipes en coopération, et ça c'est y compris pour les équipes de constitution des journaux d'ailleurs. Et ça me fait penser que dans les jeunes qu'on a vus de Briquet James, de Bricado, beaucoup ont un passé de difficulté d'intégration dans les grands groupes. Et c'est extrêmement important, effectivement, ce que chaque dispositif met en place, qui leur permet de s'insérer enfin dans un petit groupe pour commencer. Voilà. Oui, et ben c'est bien, ça me fait une transition pour revenir à l'individuel, puisque dans l'accompagnement, on ne fait pas que du collectif, et un des moyens qui permet aux jeunes de plus facilement aller dans le collectif, c'est l'individuel. Moi, la manière dont je travaille avec donc on est chacun référent d'un certain nombre de jeunes. La manière dont je travaille avec les jeunes, c'est que je leur pose toujours ces trois mêmes questions: comment ça va, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Et on va travailler autour de ça en fait. Alors parfois, j'ai des réponses qui me viennent, mais effectivement, c'est pas toujours mon rôle de les donner comme ça, comme si c'était adapté, parce que c'est pas toujours adapté, c'est pas toujours le moment. Et on va travailler aussi avec un certain nombre de partenaires, parce que, et je crois qu'on le fait de plus en plus, on se rend compte que pour que les situations puissent évoluer dans un sens qui nous paraît bon, on ne peut pas rester uniquement focalisé sur ce que nous on fait. Il faut qu'on travaille avec les partenaires. Quand je dis partenaires, c'est à commencer par les parents,
notamment pour les plus jeunes, et la famille parfois élargie, enfin les personnes importantes quoi, dans le cercle familial. C'est bien sûr aussi l'éducation nationale, les professionnels de santé, de soins, les autres personnes qui accompagnent, les autres personnes qui sont importantes aussi dans la vie de nos jeunes. Et je me rends compte qu'on fait l'accompagnement du jeune, mais parfois on fait pas que l'accompagnement du jeune, on peut faire l'accompagnement aussi notamment des parents et parfois de professionnels. J'avais encore hier au téléphone une professionnelle où je pense qu'on a été à un moment donné de la discussion sur l'accompagnement d'elle-même. Mais c'est important, notamment parce que les dimensions de refus scolaire anxieux, entre autres, ou pour les plus grandes des autres problématiques, ne sont pas toujours comprises. Voilà. Sur l'individuel, je trouve ce qui est hyper important, et on parlait tout à l'heure de se mettre à la hauteur, c'est aussi, nous on travaille, tout le monde ici, mais on travaille en tout cas avec des jeunes qui prennent aussi des risques, c'est de se dire que quand on va bosser avec des jeunes qui prennent des risques et qu'on veut aller vers et aller dans leur univers, on va devoir prendre les risques un petit peu avec eux parfois. Et on se rend compte, quand certains jeunes nous ramènent certaines difficultés, certaines problématiques, que on n'a pas envie toujours d'être là, on n'a pas envie d'être dans la voiture au moment où le jeune dit que là il va aller passer à l'acte et se suicider, on n'a pas envie de devoir le suivre jusque je ne sais quel endroit où il va aller récupérer sa consommation ou aller voir je ne sais qui, on n'a pas envie. Et on va devoir le faire quand même parce que sinon plus personne n'a de lien, et il y a toujours d'autres dispositifs ou d'autres choses qui font qu'ils vont pas rentrer dans les clous. On peut pas, ça nous rassurait vachement de le mettre dans une camisole de force à l'hôpital et de dire voilà maintenant tu bouges plus. Mais non. Et en fait, quand on se met à ce niveau-là, on parlait des familles tout à l'heure, on se rappelle que on n'a pas envie, mais les familles qu'on a parfois longtemps jugées, ils n'ont pas envie non plus. Et ils se retrouvent à devoir gérer ces problématiques-là, et eux non plus, ils sont pas formés à gérer les troubles scolaires anxieux, ils connaissent pas toutes les drogues, ils connaissent pas. Mais c'est eux qui sont repérés par le jeune, c'est eux qui ont le lien. Et du coup, c'est comment est-ce que eux aussi, on les met en capacité de s'occuper en individuel de leurs enfants, et quand c'est pas l'enfant, c'est le frère, la sœur, le copain. Enfin, c'est quelque chose, je trouve, dans la dimension individuelle qui est importante, c'est de l'accompagner nous, mais aussi de permettre aux gens autour du jeune de l'accompagner aussi, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Ouais, c'est vrai, c'est hyper important. Et hyper important, c'est tant individuel, parce que ce qui va marcher avec un ne va pas marcher avec l'autre. Et il faut vraiment que, comme dit, nous en tout cas à Chrysalide, ce qu'on fait, c'est qu'en entretien de tutorat, j'aime bien la notion de tutorat, parce que on est tuteur, on est là juste pour l'aider à tenir debout, mais pas pour lui dire quoi faire, et on n'a pas de baguette magique, mais on va brasser. Alors moi j'aime bien dire, on va prendre une journée type. Quand tu te lèves, qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est facilitant aussi? Quand tu vas venir, comment tu viens à l'école? Est-ce que ça, c'est une difficulté? Qu'est-ce que nous, on va pouvoir agir? Comment on va pouvoir agir avec ta famille, avec le transport, une fois que tu as franchi la porte de l'école? Et voilà, vraiment passer au crible chaque petit détail. Et des fois, l'enfant va pas savoir, mais sa famille va être force de proposition en disant si finalement c'est le bus qui est un problème, tant pis, on s'arrange, on va voir, on va essayer de t'emmener. Mais peut-être on n'y avait pas pensé avant, parce qu'on n'a pas pris ce temps-là de faire le point étape par étape sur la journée. Donc les temps en groupe sont hyper importants, mais les temps en individuel, juste s'asseoir et se prendre le temps de se parler, de mettre carte sur table. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que chacun? Est-ce qu'on prend le téléphone, d'appeler la psychologue qui te connaît bien, qui va peut-être nous donner d'autres pistes, et après faire le lien avec tous les acteurs qui gravitent autour de l'enfant, ou de l'ado, ou du plus grand. Est-ce que, alors, dans cet ensemble où finalement on s'attache à préserver la singularité de chacun, mais en même temps la dimension collective, est-ce que il y a des choses à dire sur des points communs, des profils, ou définitivement tout le monde est très singulier? Moi aussi j'ai une question, moi peut-être d'abord. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup depuis le début de la journée, mais est-ce que vous êtes OK de faire un petit point sur les genres dans vos dispositifs? Parce que nous, on est 90% des filles. Oui. Donc, est-ce que vous retrouvez les mêmes chez les personnes accompagnées, chez les jeunes? J'ai pas préparé les chiffres. On a une majorité, mais actuellement, c'est plutôt 2 tiers, 1 tiers. Ouais. Mais l'année dernière, par exemple, c'était pas une majorité de jeunes filles, c'était 50-50. Chez les majeurs, on a
Si on accepte bien sûr la simple division, parce que on a également des personnes qui ne se reconnaissent ni filles ni garçons, et on les reconnaît aussi dans leur singularité. Et donc une légère majorité de jeunes hommes chez les majeurs, mais au tout démarrage, si je ne dis pas de bêtises, sur Brick École, il y avait une majorité de jeunes filles. Ça a changé. Et ça a changé. Et du coup, les points communs... Non, Est-ce qu'on peut parler de profil? Il n'y a que la notion de profil ne laisse pas forcément. C'est dans Les Enfants du Paradis, heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. C'est un peu ça l'idée. Mais je le dis en souriant, mais c'est ça. C'est ce qui ressort beaucoup, parce qu'en fin d'accompagnement, on propose aux jeunes de faire un temps de bilan où je vais prendre en note en verbatim tout ce qu'ils disent sans modifier quoi que ce soit. Et ce qui revient très souvent, c'est j'ai pu être moi. Vous m'avez laissé le temps, et les autres participants et participantes, c'était ok comme j'étais. Et j'ai pu évoluer là-dedans. Et pour nous, il y a quelque chose de très précieux, parce que souvent on nous demande ok, combien de jeunes retournent à l'école, combien de jeunes vont en stage, vont en formation, et nous on fait résistance à ça en disant c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas ça le cœur de notre travail. Alors bien sûr qu'il faut qu'on rende des comptes évidemment, mais ce qui nous porte, c'est un jeune ou une jeune qui va nous dire ouais, là j'ai pu être moi, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu essayer des choses. Ok, en fait on a fait une petite part. Et j'aime bien l'image du tuteur. En éducation populaire, on parle aussi d'une expression qui est « apprends-moi à faire seul ». C'est un peu ça, c'est qu'à terme, on a un peu l'utopie de vouloir travailler à notre propre fin, qu'ils aient plus besoin de nous. C'est quand même un peu ça l'enjeu. Et du coup, oui, il y a pour répondre quand même à la question, il y a des points communs aussi, parce qu'avant on parlait de prévention. Enfin, tu parlais de prévention, Claire. Nous, on a plusieurs jeunes, voire même un certain nombre sur sur le groupe James, qui, quand ils ont découvert les jeunes de Brick Jeunes, nous ont dit ça me parle. Mais moi, il y a personne qui m'a dit c'est peut-être l'école qui est difficile. J'ai arrêté d'aller à l'école et on m'a dit que j'étais un décrocheur. Et du coup, j'ai disparu de l'école. Quelqu'un veut rebondir? Ça rejoint un peu ce que disait aussi Marie-Galette Tessonneau ce matin, c'est que en effet, il y en a qu'on repère pas forcément, ou alors on va plutôt parler de décrochage sans vraiment aller chercher. Alors on parle des catégories socio-professionnelles, des gens qui ont de la possibilité en ville et moins en territoires ruraux d'aller consulter. Toutes ces choses-là, ça rentre en ligne de compte. Nous, on accueille des jeunes qui viennent de tout le Bas-Rhin. Donc venir à Strasbourg quand on habite dans le sud ou quand on habite dans le nord, ça pose question. Ça fait partie de notre travail aussi de les rendre autonomes. Au début, c'est les parents, c'est les grands-parents qui vont nous les emmener. Ça fait partie des questions qu'on pose au début. Et puis finalement, on va se rendre compte que c'est peut-être notre boulot de se dire, tiens, comment on pourrait faire pour que tu puisses venir toi tout seul ou toi toute seule. Donc toutes ces choses-là, c'est vrai qu'il y a une inégalité, clairement. Et quand moi j'ai vu aussi, quand j'ai rencontré James, parce que je ne connaissais pas au départ, et quand je vois Dom là-bas, quand je suis venue voir une expo des jeunes de James, je me suis dit, mais en fait, c'est les mêmes que j'accueille moi à Brick École, en fait, parce que quand j'ai vu ce qu'ils avaient produit, leur souffrance, leur difficulté à être au monde, leur difficulté à être en lien avec d'autres, j'ai dit, mais en fait, je pourrais faire la même avec les jeunes qu'on a nous, quoi. Et donc, c'était hyper chouette. Et c'est aussi ça qui fait qu'on se dit que oui, il y a des liens à faire et qu'il y a du travail à faire et qu'il faut continuer à faire ce lien, quoi. Peut-être sur s'il y avait du même entre tous ces parcours singuliers. En même temps, je trouve que c'est quand même difficile dans les relations humaines, parce que moi je parlais d'errance psychique. Je vous écoute, je me dis il a peut-être pas tort là, le gars là. Je me dis ok, je vais changer ma façon de voir les choses, et à chaque fois que je vais à un endroit, je me dis je me dis
tout le temps, Mauricette Jacot, qui est la présidente de l'association, elle me dit il faut être certain de douter. Et je mesure que un peu travailler sur la certitude du doute, et je mesure que ce public, il m'amène tout le temps à vaciller. Mes collègues m'amènent toujours à vaciller. Quand je vais dans des lieux et que j'écoute d'autres, je me dis oh merde, tu t'emploies ça, il faut faire attention. Donc soyez certains que je doute de tout ce que je vais vous partager maintenant, et de qu'est-ce qu'ils ont de peut-être de commun. Je trouve que s'ils sont placés, parce que là on est mandaté par l'aide sociale à l'enfance, il y a des juges qui ont pris une décision, c'est qu'il y a une forme de vulnérabilité, ils ont besoin d'être protégés. Ça c'est le point commun. Et ils doivent être protégés, quelquefois carencés affectivement, quelquefois victimes d'inceste pour certains. Alors je dis certains, quasiment pour beaucoup, parce que 7 jeunes filles sur 10 que nous accompagnons ont vécu ce type de traumatisme. Donc l'estime de soi elle est complexe. Donc je dirais on va travailler avec des outils qui vont peut-être permettre de restaurer l'estime de soi. Ça c'est un pari. Voilà, un pari sans velléité de projet, c'est-à-dire travailler sur la dimension du désir avec le temps, restaurer l'image des adultes. Tout le monde ne va pas te faire du mal. Voilà un petit peu le commun que je mettrais avec pour tous ces gamins que nous accompagnons. Et peut-être là je vous partage sur la question de l'exploitation sexuelle. Je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de conneries, et on a fait beaucoup de conneries avec les collègues sur nos formes d'accompagnement, parce qu'on savait pas, parce qu'on n'était pas formé, parce qu'on était un petit peu à côté dans ce qu'on voulait mener avec les jeunes, et on a été formé là sur la question de la réduction des risques dans les formes d'entretien. Et je vois que maintenant ça a déployé autre chose, mais je me dis merde, pendant 9 ans, alors qu'on disait le lieu, vous savez, accompagner, on dit pendant 9 ans on a fait des trucs, on était carrément à côté de la plaque, etc. Et puis, ce matin, quand je suis venu, on discutait de la question de la réussite. C'est quoi réussir? Ok. Alors, il y avait, je peux dire son prénom parce qu'elle bosse des fois avec moi, Aileen, une jeune qui est venue à mon conseil, avant le conseil d'administration. Elle sait que c'est le mardi, tous les mois, elle vient, elle sait qu'il y a à manger. Parce que mon conseil d'administration, on se nourrit et on boit un coup. Le lieu s'est créé autour de vin rouge et on continue à faire ça. Et donc, elle vient, elle s'assoit avec nous. Et bien sûr, le conseil d'administration l'interroge, etc. Et Aileen, elle dit quand on sort du lieu, ce qui est son cas, elle dit on peut venir en prison, puisque dans les jeunes qu'elle connaît, il y en a qui sont en prison. On peut devenir fou à l'hosto, parce qu'elle connaît des jeunes qui malheureusement ont fini en hôpital psy. On peut être à la rue, sans logement, etc., dormir à droite à gauche, puisque c'est son cas. Elle provoque et elle dit au conseil d'administration on peut venir pute, puisque moi je connais plein de filles, elles faisaient ça pendant qu'elles étaient au lieu, mais elles continuent à faire ça, etc. Et puis elle se lève et elle dit mais tout de même, pour assurer mon conseil d'administration, ils sont pas mauvais vos éducs. Voilà c'est vrai. Malgré tout ça, ils sont pas mauvais. Non, tout ça pour dire que quand on a créé le lieu, j'imaginais que tous ces gamins ne fassent jamais le 115. Voilà ce que je projetais. Je me disais, je connais tellement le 115, je connais tellement, avec l'association Elsa, je connais tellement la dynamique de la rue, je connais tellement ses craintes que c'était l'utopie qui m'animait. Aujourd'hui, hier encore, j'étais à la préfecture du territoire de Belfort, en essayant de gratter des places un peu particulières pour les 18-25 ans, parce que je sais très bien que certains vont faire l'essai de retourner en famille et que ça va péter, qu'il va falloir avoir des pros qui vont peut-être les accompagner toute une vie, etc. Donc, j'ai mon curseur à baisser, et en même temps, j'ai des jeunes accompagnés par le lieu qui sont aujourd'hui mes collègues de travail. Voilà. Donc ça, c'est toute la nuance. Mais je sais pas s'ils sont plus heureux que certains qui sont à la rue. Vous voyez? Donc c'est toute une nuance comme ça où on n'arrive pas. Voilà. Et donc la réponse que je donne aux financeurs, c'est quand un jeune vient, qui a 22, 23, alors maintenant, puisqu'on a 16 ans, la plus vieille doit avoir 24 ou 25 ans, quand elle revient, elle a au moins un espace où elle va pouvoir déposer quelque chose. Vous voyez, ça c'est ça les troubles de l'attachement. Avoir un espace où on va rompre l'isolement. Parce que la plus grande des maladies, c'est peut-être celle-là. C'est la question de l'isolement. C'est-à-dire encore avoir un espace où je peux venir me plaindre, où je peux venir gueuler,
et ils vont me faire une place. Parce qu'on n'est pas financé sur l'après-lieu, mais on a ce qu'on appelle nous fonds propres, quand on fait du théâtre ailleurs, etc., qui nous permettent de continuer à accompagner les jeunes qu'on a rencontrés. Tout jeune accompagné par le lieu, c'est dans nos statuts, peut revenir au lieu tout au long de sa vie, etc., et venir travailler avec nous. Oui, d'ailleurs, c'est extrêmement important aussi ça, parce que j'étais en train de me demander tout à l'heure finalement comment on explique à des financeurs l'importance du temps et de la temporalité, du lien, du désir. J'ai trouvé cette phrase-là, mais j'ai quand même perdu 190 000 € cette année. Ça marche pas tout le temps. D'accord. Quelqu'un veut le dernier mot, peut-être quelqu'un ou non, alors si on veut respecter un peu le timing, on va clore la table ronde. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça a passé. Il y a des questions. Ouais. Oui, oui. Tout à fait, mais je clôt juste les exposés des intervenants pour passer aux questions. En tout cas, merci, grand merci à tous pour vos témoignages. Qui était tout à fait passionnant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, y a-t-il des questions dans la salle? Oui, concrètement, comment allez-vous vers les jeunes et comment vous les retrouvez? Alors, vaste question. J'ai envie de répondre, ça dépend. En tout cas, en termes d'outils, un des premiers outils qu'on a mis en place et qui est assez important, ça va être la question des réseaux sociaux. On parle de jeunes qui... pour plein de raisons, pas toujours des cartes SIM, des téléphones, peuvent en chipper à gauche à droite, peuvent le perdre. Du coup, la première condition pour pouvoir récupérer un enfant qui n'a pas du tout envie de venir chez nous, ou qui en tout cas à droite à gauche, c'est de pouvoir le contacter à travers ses moyens à lui, et donc ça va passer par Snapchat. Donc ça, c'est quand même, je pense, l'outil le plus important et qu'on utilise le plus au quotidien. Après, la dimension de l'aller vers, ça va aussi se travailler à l'admission. C'est-à-dire que quand un jeune est orienté chez nous, bon, il entend dire que apparemment le foyer ça s'arrête, apparemment je ne sais quoi s'arrête, qu'il y a d'autres personnes qui veulent me parler. Donc ça va créer un peu de curiosité. Et après, c'est lui qui va poser ses conditions. C'est-à-dire que si aller vers, ça veut dire effectivement qu'on va aller dans son environnement, mais c'est pas non plus s'inviter chez lui. Il y en a qui n'ont pas du tout envie qu'on vienne dans leur environnement. Donc ils vont nous dire, bah vous venez où, j'arrive. Et puis ils viennent pas, mais ils viendront peut-être la semaine d'après. En tout cas, on reste en lien. Donc l'aller vers, ça va notamment être ça. C'est une inquiétude, enfin pas une inquiétude, mais en tout cas c'est une mise en lien régulière. Ça va être continuer à envoyer des messages un peu tous les jours. Alors ça donne quoi? Ce que tu m'as dit la semaine dernière, dont je me rappelle. Ça va être de rappeler régulièrement que, quelle que soit l'heure de la journée, parce qu'on a aussi des services d'astreinte, quelle que soit l'heure de la journée, si à un moment donné t'as une galère, bah tu peux d'abord nous demander à nous ce qui se passe. Et on ne promet pas qu'on pourra absolument régler ton problème, mais en tout cas on pourra t'accompagner là-dedans. Donc l'aller vers, c'est notamment ça, pour nous. Est-ce que ça concerne les majeurs? Non, ça s'arrête à 18 ans. C'est une grande difficulté. Oui, moi je te rejoins sur l'aller vers. Nous, on le fait dans le cadre du dispositif avec les mineurs. On va faire une visite à domicile qui est le moment où on va... remplir les papiers administratifs, mais ça nous permet nous aussi de rencontrer les personnes dans un autre contexte qui est parfois plus facilitant pour avoir des discussions et mieux se connaître. Parfois ça donne des éléments aussi. Pour les majeurs, on va travailler beaucoup avec l'aller vers, donc c'est tout ce que tu expliquais. Moi par exemple, alors là pour le coup c'est un mineur, mais il avait un stage à faire la semaine dernière, les parents n'étaient pas en mesure de l'amener, il y avait une heure de transport en commun, il n'aurait pas réussi à faire cette heure de transport en commun. Et je me suis levé plus tôt tous les matins et je suis allé le chercher, j'ai déposé au stage parce que parce que j'ai décidé de le faire et que je pouvais me le permettre. Après, c'est important comme notion dans le dispositif, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes capacité à le faire en tant que professionnel. Il faut aussi faire en fonction de ses moyens et envies et respecter ses propres limites, parce que ça peut aller loin l'aller vers, et peut-être qu'il faut se mettre des limites.
Je te rejoins, et notamment dans ce que tu dis, il y a cette notion de se laisser un peu utiliser parfois. C'est-à-dire qu'on peut être tenté, sachant qu'on a plein de jeunes à accompagner, on peut être tenté de répondre, bah là en fait tu prends le bus, t'as cette solution-là, pourquoi est-ce que tu viens m'emmerder? Sauf que bah non, là il a besoin, et peut-être que si on répond à son besoin, on va gagner beaucoup de temps par la suite. Donc ok, bah là c'est moi qui vais t'emmener. Alors que t'aurais le train, t'aurais le bus, t'aurais 50 millions de possibilités, mais là, pendant 2-3 jours, 2-3 semaines, bah c'est moi qui vais le faire. Et utilise-moi, et puis tu verras que on va avoir d'autres idées après en passant un peu de temps en voiture ensemble, quoi. Et c'est aussi parce que donc sur James on le fait donc, pour les majeurs, davantage cette idée d'aller vers, c'est cette idée de prendre soin aussi. C'est pas parce qu'à 18 ans t'es majeur que bah, t'as plus besoin qu'on prenne soin de toi, et que c'est aussi une façon de le mettre en place pour les premiers rendez-vous aussi de rencontres, parce que les jeunes peuvent appeler directement les référents de parcours, mais ils peuvent leur envoyer un SMS ou les appeler ou leur envoyer un mail directement et prendre un rendez-vous là où ça les arrange. Donc ça peut être au café, pour certains c'est super, pour d'autres c'est hyper anxiogène. Ça peut être se balader, pas sur un lieu fixe, parce que tenir le regard en fait c'est pareil, c'est très anxiogène. Ça peut être à domicile, ça arrive plus rarement, mais c'est là où la personne sera confortable pour dire des choses et expliquer un truc pas simple de en fait on me définit par le manque, je suis sans travail, sans emploi, sans formation, des fois sans toit au-dessus de la tête, sans famille, enfin ça fait beaucoup de choses, et donc on va essayer juste d'être dans quelque chose de plus confortable. C'est un grand mot quand même, mais on va essayer de prendre soin de ça pour pouvoir recueillir ça. Ben, du coup, pour les James, ils appellent directement. Alors, la question, c'était comment on intègre Brick and James. Comment on oriente, et du coup. Donc, pour les majeurs, pour les James, les numéros des référents de parcours sont sur Internet et quelque part dans l'expo également. Les jeunes peuvent appeler directement et prendre rendez-vous. On leur explique ce que c'est, comment ça fonctionne, et c'est eux qui décident s'ils veulent intégrer ou non. Pour les mineurs, ça va être via notre secrétariat. On va leur proposer un premier rendez-vous d'accueil où là on va présenter notre fonctionnement, on va faire connaissance. Si ça intéresse le jeune, on va lui proposer de participer à 1, 2 ou 3 ateliers collectifs. Et ensuite, si le jeune ou la jeune est toujours motivé et intéressé, on va faire la visite à domicile dont parlait Bruno, et c'est là qu'on fera l'intégration officielle, on va dire. Ça a aussi changé beaucoup de choses de faire ça chez les gens et pas dans nos locaux. C'est nous qui sommes invités chez eux, enfin qui nous invitons, mais voilà. Et je précise, parce que peut-être c'est ça la question d'après, de 11 à 16 ans, avec l'obligation scolaire, il faut que ça soit une orientation refus scolaire anxieux par un pédopsychiatre, il faut que ça soit un médecin, et à partir de 16 ans, ça peut être cette option-là, refus scolaire anxieux ou décrochage. Donc décrochage, pas besoin de diagnostic médical. C'est ce qu'on appelle brique jeune. C'est ce qu'on appelle brique jeune. Et pourquoi on l'appelle plus brique école? Parce que les jeunes nous ont dit, en fait, c'est hyper anxiogène qu'il y ait école dans votre nom. On a du mal à y aller, enlevez-le. Donc on l'a enlevé. Ouais. Non, je voudrais réagir juste sur la question d'aller vers. Bien sûr, la question des réseaux, la question de la mobilité des professionnels. C'est-à-dire que si un jeune est sur Paris, Nice, Marseille, etc., on va se déplacer jusqu'à là-bas. Là, en ce moment, on a une jeune fille qui atterrit souvent sur Genève, donc on va offrir ce mouvement, et quelquefois on va pas revenir avec le jeune parce qu'il veut pas revenir avec nous, mais c'est lui signifier que il est important et qu'on est en inquiétude. Sur la question de tout ce qui est réseau, les rendez-vous, ils viennent pas, etc. Ça c'est le seul concept qu'on n'a pas volé. On appelle ça nous, mais des fois en lisant je vois que ça a été utilisé ailleurs, mais on appelle ça la présence dans l'absence. Les jeunes disent on sent qu'on compte. C'est-à-dire que si je donne rendez-vous, par exemple ce matin, j'ai précisé aux jeunes, ok, je suis tout seul dans ma voiture, je vais envoyer ou un snap, etc. pour lui dire c'est pas grave, j'y suis, etc. Si on a un rendez-vous à un endroit, je me prends en photo à l'endroit, je lui envoie, je lui dis tu vois, j'y suis, mais c'est pas un souci, on va se revoir. Quand il y a des jeunes qui nous fuient et qui veulent vraiment pas, les éducateurs, c'est pas sa tasse de thé,
On va tenter même de créer du décalage, d'envoyer plein de messages. On a rencontré sa maman qui nous a dit, oh, il adore ce chanteur, on va lui envoyer un couplet sur le chanteur, voilà. Donc on essaye d'utiliser des astuces un petit peu du décalage, si bien que quand nous on a conceptualisé nos méthodes, les Québécois nous ont dit, c'est de la merde. Pourquoi ? Parce que vous l'avez conceptualisé sans les gamins. Donc les Québécois l'ont conceptualisé avec les gamins. Et donc nous, eux, ils emploient le terme, nous on emploie décalage. Eux, ils emploient le terme décalage ou authenticité. Et eux, ils emploient les éducateurs, ils sont un peu fous. Voilà, eux disent ça, ils sont un peu fous, ils sont bizarres. Voilà, si bien qu'ils ont pas l'impression d'être ils ont plutôt l'impression d'être dans une communauté que d'être placés, parce que ça c'est un mot qu'ils aiment pas. Voilà, la question du placement, c'est vrai que c'est des termes qu'on essaye de modifier, de changer. On pourrait dire des mesures de protection plutôt que des mesures de placement. Voilà, donc ils sont, je trouve, très exigeants sur la manière dont on les singularise aussi. Et ce que je voulais vous partager aussi, c'était la dimension communautaire. Ces gamins, ils écrivent avec nous le projet associatif. Leur maman, on aimerait avoir plus de papas à nos côtés, participe aussi à cette dimension-là. Rien n'est défini au lieu, ça c'est un petit peu notre utopie aussi, sans l'aval du conseil d'administration, des professionnels, des parents et des enfants. C'est-à-dire que je suis un directeur sans trop de pouvoir. Voilà, ça je l'ai vraiment senti. Pour vous donner une image, on vient d'acquérir, grâce à la Fondation pour le logement des défavorisés, un local dont on veut faire un tiers-lieu sur Belfort, et on a décidé de monter l'espace avec les idées de chacun. Connaissant les emmerdes des appartements, je me suis dit, dans nos bureaux, pas d'appartement. Ok ? Et moi, je rêve d'avoir un petit théâtre. Et on va avoir un petit théâtre. Eh bien, je n'ai pas de petit théâtre. Et on a des appartements parce que les jeunes et les parents ont dit, des fois, ça serait pas mal quand ça pète d'avoir un espace de répit. Je veux pas que mon gamin, il soit positionné dans un établissement, etc. Mais si je sais que ce week-end, il est là, chez vous, dans vos locaux, ou si même moi, je le laisse à la maison et je viens dans vos locaux pour pas que ça pète et que ça explose, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et au vu de leur expérience, de leur savoir, on a décidé, après c'est voté, etc. Donc on a deux appartements, on va avoir deux appartements, un appartement famille, un appartement jeune de répit. C'est-à-dire que notre projet associatif bouge aussi en fonction des éléments, voilà. Et on n'a pas envie que ça soit une fausse démocratie, vous voyez. Parce que la fausse démocratie, on la vit quasiment au quotidien. Donc on a envie de cette utopie-là. Une dernière question un peu plus spécifique, mais comment concrètement accompagner les jeunes en établissement scolaire malgré la proposition d'un SAS quand ils n'arrivent même pas à franchir le portail ? Quand ils n'arrivent pas à rentrer du tout dans l'établissement, en effet, on ne va pas insister non plus lourdement sur le fait qu'il faille revenir absolument dans l'établissement. C'est ce qu'elle disait ce matin, c'est que en effet, pour certains, on va dire on va faire un break en fait. On va pas aller à l'école pour l'instant parce que pour l'instant on estime que c'est le soin. Et il y a des moments où c'est le soin. Et voilà. Et donc c'est aussi compliqué, mais c'est le travail qu'on fait avec les parents cette fois-ci aussi, parce qu'en fait il va falloir prendre ce temps-là. Et que on peut des fois, pour certains qui n'arrivent même pas non plus à travailler, on leur dit là on fait une pause en fait. Et ça prend du temps et c'est ça qui est compliqué, mais c'est expliquer que ce chemin il va être peut-être plus long pour un autre, mais qui va être aussi intéressant qu'un autre. Et qu'on va on va cheminer ensemble, on va essayer d'y arriver petit à petit, on trouve des solutions. Pour ceux qui arrivent à travailler, qui n'arrivent plus du tout à franchir, on trouve des solutions pour qu'ils puissent continuer à travailler de chez eux. Pour ceux qui n'arrivent plus non plus à travailler, c'est le soin, et quand c'est le soin, des fois ça peut être une hospitalisation, ça peut être de l'hôpital de jour, ça peut être chez nous à Brick-École, et voilà, enfin Brick Jeune, pardon. Et voilà quoi, c'est ça. Et juste Corinne aussi, en fonction de l'âge, des fois réfléchir à une autre trajectoire que l'école. En fin de collège, là, on voit pour une de nos jeunes de Chrysalide, on a réussi à la maintenir scolarisée toute l'année dernière. Après une année entière de déscolarisation, on l'a raccrochée avec le dispositif, mais cette année, ça ne suffit plus.
Donc là, arrivant l'âge de 16 ans et la fin de l'école obligatoire, même si la formation le reste, on a réfléchi à un autre parcours. Et puis pour les personnes où il y a encore une volonté, une capacité à être en lien avec les apprentissages, et quand il y a les conditions qui sont réunies, il y a également l'APAD. Et moi, l'APAD, j'y pense, donc c'est le fait que des enseignants viennent enseigner dans un tiers-lieu ou chez la personne. J'y pense parce que j'ai un jeune accompagné qui me parlait pas tant des apprentissages qui ont été faits, mais du fait que la professeure venait et que la personne accompagnée avait l'impression de compter. Et c'est là où ça permet de rouvrir les portes de l'école après, quoi. Peut-être que l'éducation nationale doit aussi, quand elle peut, faire de l'aller vers, ouais. Je vais vous remercier encore une dernière fois pour toutes ces contributions très très riches. Alors, je dis juste un petit mot, puis ensuite je laisserai la parole à Pauline qui vous donnera toutes les informations concrètes des pratiques. Alors, le petit mot, c'est que si la thématique vous intéresse, il y aura une deuxième journée sur la même thématique, c'est-à-dire phobie scolaire et NEETs, qui aura lieu le 1er juillet à l'INSPE, c'est-à-dire c'est l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Bref, c'est le bâtiment qui forme les futurs enseignants, entre autres. Et les spécialistes aussi de l'éducation. Voilà, donc si vous voulez revenir, nous vous accueillerons encore pour une deuxième journée différente et j'espère tout aussi enrichissante.